Après avoir décrit les propriétés électroniques des matériaux semi-conducteurs, il nous faut maintenant aborder l'étude des jonctions. Et d'abord, définissons ce qu'est une jonction. On réalise une jonction lorsque l'on met en contact deux matériaux ayant des propriétés électroniques différentes. À partir de cette définition, on voit tout de suite que la notion de jonction va pouvoir recouvrir un très grand nombre de situations différentes. Nous allons donc essayer d'établir une nomenclature. Premier cas, les deux matériaux que l'on vient de mettre en contact sont de même nature au point de vue chimique. Dans ce cas, on a affaire à une homojonction. Par exemple, on a mis en contact du silicium et du silicium. Alors, si ces deux matériaux sont de même nature, par quoi vont-ils différer? Eh bien, ils peuvent différer par le type. On a pu, par exemple, mettre en contact un silicium de type P avec un silicium de type N. Dans ce cas, on a réalisé ce qu'on appelle une homojonction anisotype. Par ailleurs, on peut aussi réaliser des jonctions en mettant en contact deux matériaux de même type, mais ayant des niveaux de dopage différents. Dans ce cas, on réalise ce qu'on appelle une homojonction isotype. Par exemple, on a mis en contact un silicium N+, c'est-à-dire très dopé N, avec un silicium moins dopé N. Ou un silicium très dopé P, avec un silicium moins dopé P. Deuxième situation possible, les deux matériaux sont de nature chimique différente. Dans ce cas, on réalise ce qu'on appelle une hétérojonction. Alors là, beaucoup de situations encore sont possibles. On peut mettre en contact un métal 1 avec un métal 2, un métal avec un semi-conducteur, ou un semi-conducteur 1 avec un semi-conducteur 2. Et là encore, les deux semi-conducteurs pourront être de même type. Dans ce cas, on aura une hétérojonction isotype, ou de type différent, on aura une hétérojonction anisotype. Eh bien, dans ce vaste monde des jonctions, nous n'allons finalement explorer que deux domaines. Le domaine de l'homojonction anisotype, familièrement appelée la jonction PN, et le domaine de la jonction métal-semi-conducteur, dont nous décrirons deux aspects. L'aspect redresseur, c'est la diode Schottky, et l'aspect non redresseur, c'est le contact ohmique. Abordons donc l'étude de la jonction PN, et voici le plan que nous allons suivre. Nous allons d'abord décrire les propriétés de la jonction PN à l'équilibre thermique, c'est-à-dire la jonction non polarisée et non éclairée. Ensuite, nous étudierons la jonction PN polarisée en direct, ce qui veut dire que l'on a relié la région P au signe plus d'un générateur de tension et la région N au signe moins, au pôle négatif du générateur de tension. Ensuite, nous regarderons la jonction PN en polarisation inverse, c'est-à-dire que cette fois-ci, nous mettrons le P au moins et le N au plus. Puis, la jonction PN en régime transitoire, en regardant deux aspects des choses, le régime dit de petits signaux et le régime dit de commutation. Et enfin, nous terminerons en regardant comment, à partir d'une jonction PN, on peut arriver à élaborer un premier composant, très simple, qui est tout simplement la diode à jonction. Bien, alors, donc, commençons par la description des propriétés de la jonction PN à l'équilibre thermique. Alors, nous allons faire un ensemble de dessins qui vont nous permettre de faire une description phénoménologique de ce qui se passe lorsque l'on met en contact le matériau N et le matériau P.
Alors, dans le matériau P, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des charges mobiles, ce sont des trous. Et puis, puisque le matériau est neutre initialement, nous avons également des charges négatives, mais qui cette fois-ci sont fixes, et on sait que ce sont les accepteurs ionisés négativement. Dans le matériau N, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des électrons, charges mobiles, et puis pour équilibrer les charges négatives de ces électrons, des donneurs ionisés positivement. Alors j'ai représenté dans un cercle les charges fixes et en rouge les charges mobiles. Qu'est-ce qui se passe quand on met en contact le matériau P et le matériau N? Les trous, qui sont très nombreux dans le matériau P, vont avoir tendance à diffuser dans le matériau N où ils sont très peu nombreux. Mais passant la frontière, qu'on appelle le plan de jonction, ils vont troquer leur statut de majoritaire pour un statut de minoritaire et ils vont se recombiner avec les électrons qui sont très nombreux dans cette région-là. Conséquence, les charges négatives qui, elles, c'est-à-dire les accepteurs ionisés négativement, qui, elles, n'ont pas pu suivre, bien sûr, sont restés sur place et on voit apparaître du côté P, au voisinage de la jonction, du plan de jonction, une charge d'espace négative. De la même façon, les électrons qui sont très nombreux dans la région N ont franchi le plan de jonction, se sont retrouvés dans la région P où ils se sont recombinés avec les très nombreux trous qui y sont, et ils ont laissé derrière eux, ils ont découvert, comme on dit, une charge positive qui est constituée par les donneurs qui cette fois-ci ne sont plus neutralisés. Donc apparition d'un côté d'une charge d'espace négative et de l'autre côté d'une charge d'espace positive. Alors ceci va nous permettre de réaliser un premier dessin qui va nous donner ce qu'on appelle le profil de densité de charge dans le matériau. Donc nous représentons en ordonnée une quantité qu'on appellera ρ, qui est la densité volumique de charge qui s'exprimera en coulombs par centimètre cube, et ceci en fonction donc d'une abscisse x normale au plan de jonction. Alors nous ferons l'hypothèse que le matériau N est uniformément dopé, que le matériau P est également uniformément dopé, et que l'on passe brutalement d'un dopage uniforme P à un dopage uniforme N quand on traverse le plan de jonction. Dans ce cas-là, on dit que l'on a affaire à une jonction abrupte. Conséquence de quoi? La densité volumique de charge va être nulle à gauche de cette frontière qui marque la limite entre la zone neutre et la zone de charge d'espace. Puis, dans la zone de charge d'espace, puisque nous n'avons plus de trous, la densité volumique de charge, ça va être moins Q, Na, Na étant la concentration des accepteurs dans la région P. On traverse le plan de jonction, on se trouve dans une région où cette fois-ci la charge d'espace est positive, elle est égale à plus QND, jusqu'à ce qu'on atteigne la frontière de la zone de charge d'espace, et là, brusquement, on retrouve une situation de neutralité électrique, et par conséquent, la densité volumique de charge vaut 0. Bien sûr, il va apparaître autant de charges positives du côté N que de charges négatives du côté P, et obligatoirement, l'aire de ces deux rectangles, les aires de ces deux rectangles doivent être égales. Donc on aura le produit du dopage côté N par l'extension de la zone de charge d'espace côté N, qui sera égal au produit du dopage côté P par l'extension de la zone de charge d'espace côté P. Bien, alors l'établissement de cette double charge d'espace, positive côté N, négative côté P, va évidemment créer un champ électrique qui est orienté comme ceci, du N vers le P,
Et on voit très bien que progressivement, lorsque ce champ électrique sera devenu suffisant, il va bloquer le mouvement des trous qui avaient tendance à aller de P vers N et des électrons qui voulaient aller de N vers P. Autrement dit, le système va évoluer vers une situation de blocage. Il est autobloquant. De ce profil de densité volumique de charge, on va pouvoir déduire le profil du champ électrique. Comment est-ce que la chose est possible? Eh bien, en utilisant l'équation de Poisson qui dit, lorsqu'on est dans un problème à une dimension, ce qui est le cas ici, que la dérivée du champ électrique par rapport à l'abscisse x, c'est la densité volumique de charge, ρ, divisée par la constante diélectrique du matériau, epsilon SCP, et la permittivité du vide, epsilon 0. Alors regardons maintenant comment on passe de l'un à l'autre et quelle est l'allure de ce profil de champ électrique. Lorsqu'on est à gauche de moins xp, donc on est dans la région neutre P, le champ électrique est nul. Pourquoi? Parce que si le champ électrique n'était pas nul, comme dans cette région il y a des charges mobiles, il y aura un courant qui circulerait. C'est impossible puisque nous sommes en régime d'équilibre thermique, il n'y a pas de courant qui circule. Donc le champ électrique est nul. Nous passons la frontière de la zone de charge d'espace, en moins xp, nous trouvons une densité volumique de charge négative, donc le champ électrique qui est constante, le champ électrique va dépendre linéairement de x avec une pente négative puisque cette densité est négative. On passe le plan de jonction. Il y a évidemment continuité du champ électrique au niveau du plan de jonction. Puis on arrive dans une région où cette fois-ci la charge d'espace est positive, donc dE sur dx va être positif. Il va y avoir une variation linéaire de E avec x, avec une pente positive, et on va récupérer bien sûr un champ électrique nul en xn, c'est-à-dire à la frontière de la zone de charge d'espace côté n. Toujours pour la même raison, dans la région neutre n, le champ électrique doit être nul. S'il n'était pas nul, les électrons se mettraient en mouvement. Voilà notre deuxième profil de champ électrique. Eh bien, il faut que nous allions plus loin. À partir de ce profil de champ électrique, il faut qu'on trouve un profil de potentiel électrostatique. Et la relation entre champ électrique et potentiel, elle est bien connue. Elle écrit que le champ électrique, c'est moins la dérivée du potentiel par rapport à x quand on est dans un problème à une dimension, ce qui est le cas ici. Bien, alors même chose, balayons en x, de moins l'infini à plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe quand on est à gauche de moins xp? Eh bien, on a un potentiel qui est constant, puisque le champ électrique est nul. Et puis, comme on place le zéro des potentiels où on veut, eh bien, disons que ce potentiel constant est nul. Ensuite, nous pénétrons dans la région négative de la zone de charge d'espace. Puisque le champ électrique varie linéairement avec x, le potentiel qui est au signe près sa primitive va varier quadratiquement avec x, donc on va avoir un profil parabolique avec le sommet de la parabole en moins xp, la concavité de la parabole étant tournée vers le haut, puis on traverse le plan de jonction. Naturellement, il y a continuité du potentiel à traverser du plan de jonction. On pénètre ensuite dans la région positive de la charge d'espace. Cette fois-ci, on va avoir de nouveau une variation quadratique avec x, donc un second arc de parabole, dont cette fois-ci, le sommet va être situé en xn et la concavité va être tournée vers le bas. Et puis lorsqu'on aura traversé xn, on sera retrouvé dans la région neutre n, et bien naturellement le potentiel restera constant. Donc on voit à cette étape que la mise en contact de la région n avec la région P
à créer dans le matériau une barrière de potentiel. Une barrière de potentiel dont la hauteur VD va être calculée tout à l'heure. Mais avant de passer au calcul, il faut que nous finissions cette description phénoménologique et nous avons un dernier diagramme à déduire de celui-ci, qui est le diagramme qui représente l'énergie potentielle des électrons en fonction de X dans le matériau. Alors comment est-ce qu'on passe du potentiel électrostatique à l'énergie potentielle des électrons? C'est très simple, l'énergie potentielle c'est moins Q, charge des électrons, que multiplie le potentiel électrostatique. Alors nous allons associer à cette énergie potentielle un certain niveau d'énergie dans notre semi-conducteur et le choix que l'on a fait arbitrairement, c'est d'associer le niveau intrinsèque, c'est-à-dire le niveau de milieu de bande. Puisqu'on a un profil de champ de potentiel électrostatique qui a cette forme-là, le profil d'énergie potentielle, EI, va avoir cette forme-ci. Et comme dans le semi-conducteur, tous les niveaux sont accrochés les uns aux autres, si on a un certain profil pour EI, on aura le même profil, avec un décalage bien sûr, pour EC, pour EV, pour le niveau des accepteurs, pour le niveau des donneurs, etc. Alors, en outre, puisque nous sommes dans une situation d'équilibre thermique, on peut partout définir un niveau de Fermi. Eh bien, nous allons démontrer tout de suite, après, que ce niveau de Fermi à l'équilibre thermique est plat. Donc, notre référence, ici, dans ce dessin, c'est le niveau de Fermi qui, lui, est indépendant de X. Alors, avant de quitter ce dessin, eh bien, on comprend pourquoi l'établissement de cette barrière de potentiel a finalement bloqué le mouvement des trous qui voulaient aller de P vers N et des électrons qui voulaient aller de N vers P. J'ai figuré ici les électrons qui sont dans la région neutre, qui sont restés dans la région neutre N. Voilà, ils sont situés naturellement au bas de la bande de conduction et ils voient devant eux une barrière de potentiel qui leur interdit de passer dans la région P. J'ai figuré dans la région neutre P les trous qui sont naturellement voisins du sommet de la bande de valence et nous savons que ces trous ils ont un comportement de petites bulles donc ils sont bloqués ici et il n'est pas question pour eux, une fois la barrière établie, qu'ils aillent descendre pour envahir la région N. Bien, alors voilà donc cette description phénoménologique qui s'enchaîne étape par étape. D'abord ce qui se passe dans le matériau du point de vue de ce double mouvement des électrons et des trous, la conséquence, établissement d'une charge d'espace positive côté N, négative côté P, la conséquence suivante, établissement d'un champ électrique, d'une barrière de potentiel qui va se traduire par une certaine torsion des bandes du semi-conducteur. Bien, maintenant il faut que nous soyons quantitatifs et il faut que nous calculions cette hauteur de barrière VD en fonction du dopage des régions N et du région P. Mais avant ça, il faut établir un préalable, il faut démontrer que le niveau de Fermi est plat dans la jonction. Alors pour le faire, eh bien, nous allons calculer le courant des trous dans la zone de charge d'espace. Alors ce courant, plutôt cette densité de courant que nous allons noter JP, elle est naturellement la somme de deux composantes, une composante de diffusion et une composante de conduction. Alors JDP, diffusion des trous, et JCP, conduction des trous. Alors le premier terme, il se déduit de la loi de Fick, c'est moins Q dP dP sur dx, ça fait intervenir le gradient de concentration des trous. Et le second terme, c'est un terme de conduction, il se déduit donc de la loi d'Ohm, c'est Q, P, mu P, que multiplie le champ électrique. Toutes ces quantités ont été définies précédemment. Comme nous sommes dans une situation d'équilibre thermique, que partout dans la jonction, on peut
définir un niveau de Fermi, nous pouvons exprimer cette concentration des trous en fonction de la relation à l'équilibre thermique qui dit que la concentration des trous, c'est la concentration équivalente dans la bande de valence que multiplie exponentielle de EV moins EF sur KT. K, constante de Boltzmann, T, température thermodynamique. On en déduit tout de suite, en dérivant P par rapport à X, que dP sur dx, c'est P sur KT, dEV sur dx, moins dEF sur dx. Mais puisque tous les niveaux d'énergie sont dans le semi-conducteur accrochés les uns aux autres, dEV sur dx, c'est naturellement égal à dEI sur dx. Donc la pente en un point du niveau sommet de la bande de valence est la même que la pente du niveau intrinsèque. Par ailleurs, le champ électrique, c'est naturellement moins dpsi sur dx, donc dérivé du potentiel par rapport à x, potentiel électrostatique. Et puisque ce potentiel électrostatique, c'est moins 1 sur Q EI, naturellement, EX, le champ électrique, c'est 1 sur Q dEI sur dx. Si on reporte ces différentes quantités, champ électrique et dP sur dx dans cette première relation, on arrive à la relation suivante. JP égale moins Q dP sur KT, P, dEI sur dx moins dEF sur dx, plus Q mu P, P, 1 sur Q dEI sur dx. Alors, en se souvenant de la relation d'Einstein qui relie le coefficient de diffusion à la mobilité, ou bien on voit que cet ensemble, QdP sur KT, c'est tout simplement la mobilité μP. Par conséquent, ce terme-là et celui-ci disparaissent, et il nous reste tout simplement une expression qui donne le courant de trou, JP, en fonction de la concentration des trous, P, de leur mobilité, et de la dérivée du niveau de Fermi par rapport à x, dEF sur dx. Or, comme nous sommes à l'équilibre thermique, il ne circule pas de courant, pas plus de courant d'électrons que de courant de trous. Donc, JP est nul, ce qui entraîne que dEF sur dx est nul. Par conséquent, le niveau de Fermi est plat. Voilà, alors ce préalable étant acquis, on va pouvoir calculer le potentiel de diffusion VD. Alors si nous nous reportons au profil de potentiel, psi de x, eh bien nous voyons que cette barrière de potentiel, VD, c'est le potentiel en xn, à droite donc, moins le potentiel en moins xp, c'est-à-dire à gauche. Alors si nous exprimons ces potentiels en fonction de l'énergie potentielle, ça nous fait moins EI de xn sur Q plus EI de moins xp sur Q. Maintenant, voyons ce qui se passe en xn. En xn, nous retrouvons des conditions d'équilibre thermique, de neutralité électrique. Par conséquent, la concentration des électrons en xn, c'est égal à la concentration des dopants. Donc n de xn, c'est égal à nd de xn, et c'est aussi donné, bien sûr, par toujours cette relation, nc exponentielle de EF moins EC de xn sur KT. Par ailleurs, la concentration intrinsèque, c'est la concentration qui existe lorsque le niveau de Fermi est en milieu de bande. Par conséquent, on peut écrire que Ni, c'est Nc exponentielle de Ei en xn moins Ec en xn sur Kt. Donc je reprends la même relation et j'écris tout simplement que Ef est égal à Ei. Si je fais le rapport des deux, j'arrive à Nd de xn sur Ni, qui est égal à exponentielle de EF
moins EI de xn sur kt. De cette relation-là, je peux tirer ce qui m'intéresse, c'est-à-dire EI de xn. Le voilà, EI de xn, c'est EF moins kt log de nd de xn moins sur ni. Même raisonnement, le même raisonnement conduit cette fois-ci du côté P, aurait conduit à l'expression suivante pour EI de moins XP, EI de moins XP égale EF plus KT log de NA de moins XP sur NI. Bien, si nous ramenons ces deux quantités-là dans notre équation de départ, donnant la barrière de potentiel, VD, bien, nous arrivons à la relation que nous voulions établir, qui dit que VD, donc ce qu'on appelle la hauteur de la barrière de potentiel, ou encore le potentiel de diffusion, c'est KT sur Q, log de ND en XN, donc le dopage côté N en limite de zone de charge d'espace, le dopage côté P en limite de zone de charge d'espace, divisé par Ni carré. Si nous faisons une application numérique, en envisageant du silicium à 300 Kelvin, en supposant un dopage 10-18 côté P et un dopage 10-15 côté N, eh bien nous arrivons à une hauteur de barrière de 0,75 volts. C'est l'ordre de grandeur, 0,7-0,8 volts, d'une hauteur de barrière dans une jonction PN silicium. Bien, alors il nous faut aller un petit peu plus loin maintenant, calculer le champ électrique, l'extension de la zone de charge d'espace côté N, côté P, et l'épaisseur de la zone de charge d'espace. Alors nous allons nous placer toujours dans la même hypothèse que je rappelle. Nous avons affaire à une jonction qu'on appelle une jonction abrupte, c'est-à-dire qu'on passe brutalement d'un dopage uniforme côté P à un autre dopage uniforme du côté N. Alors, par conséquent, notre profil de densité volumique de charge, ρ de x, a l'allure que nous avions donnée précédemment, c'est-à-dire deux rectangles dont la base est xn ou xp, et la hauteur est moins QNA côté P et plus QND côté N. Évidemment, comme nous l'avions observé, les aires de ces deux rectangles sont égales, dont XPNA égale XNND. Ça veut dire que si nous avons, et c'est le cas général, une jonction dissymétrique, c'est-à-dire une région P, par exemple, beaucoup plus dopée que la région N, l'extension de la zone de charge d'espace côté P sera beaucoup plus petite que l'extension de la zone de charge d'espace côté N. Bien, maintenant, à partir de là, eh bien, déduisons, mais cette fois-ci quantitativement, le profil du champ électrique à partir de l'équation de Poisson. Donc, il faut que nous envisagions deux régions. La région P, pour laquelle donc X est compris entre moins XP et 0, et ρ vaut moins QNA. Donc, utilisant l'équation de Poisson, après intégration, et en déterminant la constante d'intégration par le fait que le champ électrique est nul en moins XP, bien on arrive à cette expression pour le champ électrique. Le champ électrique, c'est moins QNA sur epsilon SC epsilon 0, X plus XP. Ça nous donne bien un champ électrique qui varie linéairement avec X, avec une pente négative, et qui vaut 0 lorsque X égale moins XP. Même raisonnement effectué cette fois-ci du côté N, c'est-à-dire pour X compris entre 0 et Xn, et ρ égale à plus QND, eh bien on arrive à cette expression pour le champ électrique. Le champ électrique, c'est
nd sur epsilon sc epsilon 0, x moins xn. Ça nous donne bien un champ électrique qui varie linéairement avec x, avec une pente cette fois-ci positive, et qui vaut bien 0 lorsque x égale xn. À partir de ces deux expressions, en faisant x égale 0, on va pouvoir calculer le champ électrique dans le plan de jonction qu'on appelle EM et qui est maximum. Le champ électrique est toujours maximum dans le plan de jonction et négatif en plus dans ce cas de figure. Donc EM c'est moins Q NA XP sur epsilon SC epsilon 0 ou moins Q ND XN sur epsilon SC epsilon 0. Quant au potentiel de diffusion VD, c'est naturellement l'intégrale, au signe près, l'intégrale du champ électrique dans toute l'épaisseur de la zone de charge d'espace, c'est-à-dire de moins XP à XN. C'est aussi, d'après ce dessin-là, l'aire de ce triangle. L'aire de ce triangle, donc VD, c'est 1/2 de la hauteur du triangle EM, multiplié par la base, et la base c'est xn plus xp. Eh bien, si nous rassemblons ces deux relations, celle qui donne le champ maximum dans le plan de jonction et le potentiel de diffusion, eh bien de ces deux relations-là, nous allons pouvoir tirer l'épaisseur W de la zone de charge d'espace, qui est égale donc à xn plus xp et qui vaut racine de 2 epsilon sc epsilon 0 sur q, 1 sur na plus 1 sur nd, que multiplie Vd, potentiel de diffusion, dont on sait maintenant calculer la valeur à partir des dopages Na et Nd. Bien, faisons encore une fois une application numérique. Supposons toujours une jonction silicium. On est à 300 Kelvin. Le dopage dans la région P, c'est 10 puissance 18. Dans la région N, c'est 10 puissance 15. Le potentiel de diffusion, on l'a précédemment calculé, c'est 0,75 volts. L'épaisseur de la zone de charge d'espace, c'est 0,96 micromètres. Et pratiquement, la zone de charge d'espace est entièrement contenue dans la région N en raison du rapport des dopages. Le rapport des dopages est de 1000. Donc, pratiquement, le Xn vaut 0,96 micromètres et le XP, c'est 1000 fois plus petit. Quant au champ maximum, dans le plan de jonction, il vaut 1,56, 10 puissance 4 volts par centimètre. Donc voilà, on a fait, maintenant on a un peu une description quantitative de ce qu'est une jonction PN. Grosso modo, rappelons les ordres de grandeur, une hauteur de barrière 0,75 volts, une extension de la zone de charge d'espace moins d'1 micron dans la généralité des cas, et par contre, un champ électrique très important dans le plan de jonction. On est arrivé ici à 10 000 volts par centimètre. 10 000, 100 000, ce sont des valeurs qui sont tout à fait courantes. Ladies and gentlemen, this is the general presentation of a course that has been split into different parts, and today is the introduction of this course, and the purpose is to talk about a bit more about what is a flame, what is a combustion. Ever since fire has been invented, this was a major concern for humankind, to produce heat, to
be able to obtain a flame. A flame, this is the process that occurs when, starting from a reactive mixture, one gets products plus heat. This is the basic principle of combustion. Of course, all this will be presented in more details, showing all the different aspects of this very interesting process. Why is it so important to monitor and to be able to understand, interpret, and present all these aspects of combustion? Generally speaking, there are many industries working and involved in this particular process. For example, every industry where energetic materials are produced requires a very wide knowledge in the field of combustion. Of course, heat production. Heat production, this can be simply heating some house, heating some building or whatever. It can also be heating materials, for example, producing glass, iron, and so many other applications, which are detailed here in the general world of industrial processes. This can be chemistry as well, very important. Also connected to this come the very undesirable effects. For example, fire. Fire is not exactly something that people would expect and would wish. Explosions, this is a rapid phenomenon. It will be detailed in the next presentation, in the next lectures. Also detonation, which is an even more important and more exothermic effect related with very important damage that can occur. Pollution as well. This is something very important which will be detailed, presented as well. So, between all these points, the engineer is located right here in the middle. He has to deal with efficiency. For example, a piston engine must be efficient. And efficient means also a low cost. It means also no pollution. So this looks extremely difficult to arrange together. But this is exactly what the engineer has to do. This is exactly what is going to be presented in this course, is how to deal with those different aspects. Which are the tools for that? Fortunately, the engineer has got quite a number of tools to understand these processes and to describe them and to control them, more important. First is the analytical or numerical modeling. This aspect will be extremely widely presented in the next lecture and also in other following lectures, because this will be our most concern. Analytical and numerical modeling means that we are able to explain, to understand, to predict the effects of a flame or the effects of an explosion or of a detonation. Of course, this is not an easy game to play. It's not anyway something that that can be done easily and only on those aspects, on those background. One has to have a very strong other background, which is thermodynamics, which is fluid mechanics,
heat transfer, and others. So it would be impossible to talk about combustion, to talk about a flame without taking into account all the connecting sciences. But now, let's come to the subject, which is basically, what is a flame? Here I'll present a diffusion flame. What is it exactly? Just a candle, a simple candle. It can also be a lighter. And here is the candle. Now, let's have a scientific view on this. The candle is something, is an energetic material here. This thing burns, melts, and produces a flame. But it would never burn without air surrounding the candle. So what we call a diffusion flame is a flame that is here working, proceeding with an air supply. The air supply will be the surrounding air. When one looks at a lighter, this is a very simple and very useful and very common energetic system. We see different colors inside the flame. This will be also explained in the next lectures. Why these different colors? What happens exactly in this kind of process? Now, let's switch off. A more industrial way to present the diffusion flame is to show what happens in a burner, in a furnace. Here, for example. The fuel is injected in the center, and the air is injected in the surrounding here. Inside, we get a very important turbulent flow, and the flame is right here. So the flame is proceeding because of the surrounding air. And we'll be able to say more about this when we'll talk about turbulent flows. So obviously, this is extremely related to fluid mechanics and to fluid dynamics. But again, we'll say more about that later. The other aspect would be, for example, here in a burner, in the chamber of turbo propulsion chamber. Same system, injection of fuel and air in the surrounding here. And inside, a very important vortex, turbulent flow, and the flame is occurring inside. Now, let's look to a different way of burning. This is still a flame, but the flame proceeds in a different way. We have a vessel here, or generally speaking, let's say a confinement. The confinement can be extremely thick, it can be extremely thin, all depends. But anyway, this is the confinement.
The reactive mixture that is filling the vessel at the first stage of the experiment is ignited at one end, and a flame is obtained. This flame is here number 1, first stage. Then time goes on, and the flame propagates and gets to a certain stage at number 2 here, then number 3, etc., until it comes to the end of the vessel. Of course, this also will be detailed in the next lecture. As you see here, you may notice that the flame is not a smooth surface. It's something extremely turbulent. It would be easier to have a smooth surface. And all these turbulence that one can see here, that are sketched here, are extremely important in terms of, for example, flame propagation, safety. And we'll see later what happens when these turbulent flow here comes to a point where a detonation can happen. Another very simple way of obtaining a flame is a steady premixed flame. Fuel and air are mixed. Come to the top of the burner. This is a very simple burner, very common burner, Bunsen burner. So we have an unreacted flow that comes here, and one can follow a streamline, a current line here. Make a stop here, because this is where exactly everything occurs. Then let's come outside and we get the burned gases. Now I will explain in a general way what happens in terms of chemistry, in terms of thermochemistry, what happens when one follows these streamline here. This is going to be more detailed in the next slide. This is the inside here, the inside of the burner. Fuel and air are mixed. So we follow the streamline. We come to a point where the temperature is mainly the same. Let's say, for example, 300 Kelvin. This is the concentration of fuel that keeps the same value. It doesn't react yet. We come to the thermal zone. Thermal zone here means that the temperature will increase, but the reaction still doesn't occur. Obviously, the temperature grows, get to a certain value, and then starts the reaction. Here is what we call the reaction zone. The flame is located here. Inside the flame, outside the flame. So this chemical zone is a basic point, a basic way, area that has to be explained and detailed. What happens in this chemical zone? First, the reaction occurs, which means that all the species appear. It means also that the temperature rises from this value to its final value, which has been chosen here, for example, at a value of 2500 Kelvin. Also, the fuel, concentration of fuel, decreases drastically within this zone, because the fuel is the way to create
the reaction and comes to a value that is extremely low, and even 0 if there is no, if all the fuel has been burned. And then we come outside of the flame. So here we have hot products and the end of the flame, but we have some radiative effects here. Of course, the temperature does not remain like that, constant. The temperature decreases. The farther you go from the flame, more you decrease the temperature. So, this was the presentation of the general subjects, the general topics we are going to describe and to explain later. It will talk about all the numerical descriptions, all the numerical modeling, and also what happens and the description of the parameters of the fresh mixture, also the description of the parameters of the burned mixtures. And if we come back to this sketch, this will be before the flame, thermodynamic data before the flame, that is inside the unreacted mixture, thermodynamic data behind the flame in the reacted, in the burned mixture. And the third part of this talk will be about what happens in the chemical zone. And this is a major concern for all people working, engineers working in the field of chemistry. This is where happens something which is called all the chemical kinetics. This will be described as well. I thank you very much for your attention.